Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, malgré tout. Eh bien, j'ai pensé à vous. Bienvenue dans mon local de classe improvisé. Les temps sont pas évidents, les temps sont durs, alors on va faire comme on peut avec ce qu'on a. C'est comme un petit studio un peu improvisé. Pardonnez l'aspect un peu facile, là. Mais bon. On va tenter de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, voici le menu que j'ai pensé pour vous. C'est pas plus compliqué que ça. Disons qu'on est le 1er avril. Dans les actualités, j'ai quelques petites choses à vous parler, salutations, etc. Je vous ai trouvé un beau texte de Boucard Diouf qui était dans la presse qui, franchement, mérite d'être lu. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Ensuite, pour bien comprendre dans le niveau du travail, pour bien comprendre comment se propage un virus, comment les mesures fonctionnent et pourquoi cette histoire d'aplatir la courbe, etc. J'ai une belle simulation graphique, vous allez adorer ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux fait. Pour terminer, en exercice, je vous demanderai d'analyser la qualité de la source d'information de cette information-là qu'on va voir en numéro 2. Et j'aurai un petit bonus pour vous au numéro 4. Ça vous va? Allons-y, sans plus tarder. Mesdames, messieurs, salutations et recommandations. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, votre santé, ceux de vos proches, votre famille, tout ça. Pensez à ça beaucoup. Moi, je m'ennuie de vous autres, c'est sûr et certain. Mais bon, on va communiquer de cette façon-là. J'imagine que ça va marcher. C'est un peu spécial, je dois le dire, sérieusement. C'est pas évident. Je parle à une classe qui me regarde, mais que je vois pas, en tout cas. On va y aller. J'ai pensé à vous aussi dans le sens où je me disais, mon Dieu, ils sont chez eux, ils se demandent un peu qu'est-ce qui va arriver. Je parle beaucoup au secondaire 5. Là. Les 4, je sais que ça va bien aller et qu'on va se revoir l'année prochaine. Les 5, c'est pour vous tout ça. Recommandation, sérieusement, écoutez ce que le premier ministre du Québec nous dit chaque jour à 13h. Trouvez-vous un moyen de l'écouter. C'est en direct à chaque jour. Ce sont, je pense, les meilleures informations. On est en bonne main. Faites-le. Faites-le pour vous. Faites-le pour votre père, votre mère, votre famille, vos amis, vos proches, votre grand-père et votre grand-mère et ceux des autres. C'est pour ça que vous le faites. Pensez-y. Voilà. Tous les jours. Lavez-vous les mains, évidemment. Quand vous rentrez, quand vous sortez, toussez dans votre coude, éternuez dans votre coude, gardez 2 mètres de distance entre les personnes, restez à la maison, faites-le et ça va aller très bien. Voilà pour ça. C'était mes recommandations. Je sais que vous allez le faire. Sur ce texte que je vous ai trouvé, eh bien, je vous présente le texte de Boucard Diouf. Ça s'appelle « Il pleut des virus sur la Terre ». C'est sorti le 20 mars dernier. C'était dans la presse et je vous la lis. C'est magnifique. Mesdames, messieurs, Boucard Diouf, je vous rappelle, c'est un biologiste marin. Vous savez tout ça. Bon. Les virus sont des ancêtres dont l'origine remonte au premier balbutiement de la vie sur la planète. C'est peut-être pour ça que leur empreinte est partout présente dans le vivant. Leur omniprésence se ressent jusque dans notre matériel génétique qui contient entre 5 à 8 % d'ADN viral. Le saviez-vous? Si chaque virus contenu dans un corps humain était agrandi pour atteindre la taille d'une tête d'épingle, un adulte moyen mesurerait 150 km de haut. N'est-ce pas? Et si on mettait bout à bout l'ensemble des virus qui se trouvent dans la biosphère là, sur la planète Terre, le chapelet s'étendrait sur une distance de 100 millions d'années-lumière, soit 1000 fois la largeur estimée de la Voie lactée dans laquelle on habite. C'est en milieu marin que les virus sont les plus nombreux. Dans une seule cuillère d'eau de mer, il y a plus de particules virales que la population du continent européen au complet. Plus spectaculaire encore, il paraît que chaque fois que nous allons nager, nous absorbons plus d'1 milliard de virus. Matière à réflexion. Prochaine fois qu'on va se baigner dans la mer, quand ça va arriver. Comme les virus biosphériques sont aussi aéroportés, ils planent au-dessus de nous et retombent. Ils se déposent quotidiennement environ 800 millions de virus sur chaque mètre carré de surface terrestre. Autrement dit, nous habitons une planète sur laquelle il pleut constamment des virus. Ça ne sert à rien de s'énerver. On a un système immunitaire, c'est à ça que ça sert. Tous ces chiffres et révélations ne sont pas de moi-même Boucard Diouf, dit-il, mais du virologue canadien de l'Université de Colombie-Britannique. Il nomme les noms Curtis Suttle, S-U-T-T-L-E.
Ce chercheur a trouvé cette façon bien imagée de nous montrer à quel point les vrais virus, et pas les virus informatiques, sont à la fois méconnus et largement représentés sur la planète. Il y en a beaucoup. Le virus véritable est une entité biologique que certains scientifiques ont de la difficulté à considérer comme un être vivant au sens strict. Parce qu'incapable de se reproduire par ses propres moyens. C'est pour ça qu'il va sur quelque chose d'autre, sur un autre être vivant. Le virus qui veut se multiplier, dit-il, a besoin de pirater la machinerie d'une seule cellule. Pour mieux visualiser ce phénomène, dit-il, comme outil pédagogique, je propose ce scénario qui se joue un peu en bas de la ceinture. Désolé pour les oreilles chastes, votre petit frère, votre petite soeur, c'est pas le temps. Dit-il, ou les yeux sensibles. Mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée. C'est un biologiste marin. Imaginez un petit extraterrestre capable de se fixer discrètement sur le sexe masculin et de l'utiliser comme moyen d'entrer dans le tractus génital de sa femme. Son souhait exaucé, le petit alien prend le contrôle du système reproducteur et l'épouse, mais le met au service de sa propre création. La femme qui pense couver un bébé investit alors son temps et son énergie pour mener à terme sa grossesse. Malheureusement, quand vient le temps d'accoucher, ce sont de nombreux petits extraterrestres qui sortent de son ventre et décampent immédiatement pour trouver d'autres amoureux et se mettre au service de leur multiplication. C'est un peu ça que font les virus avec les cellules qu'ils parasitent. Grâce à un système de piraterie finement fignolé par l'évolution, ils convertissent les cellules infectées en mères porteuses au service de leur descendance. C'est ça un virus. On ignore presque leur existence car ils sont invisibles et se font très discrets. Pourtant, les virus représentent une des entités biologiques les plus abondantes sur la planète. Aucune autre forme de vie, dit-il, y compris les bactéries, n'est à l'abri de leur force de frappe. Heureusement, à part cette infinitésimale proportion qui nous cause des maladies, ils ne sont pas nos ennemis. Ah! Désolé pour ça. Ils nous rendent même de grands services. Beaucoup de virus nous protègent indirectement en tuant des microbes nuisibles à notre santé. N'est-ce pas? On les utilise aussi en immunologie clinique pour fabriquer des vaccins ou en virothérapie oncolytique, j'imagine que c'est pour le cancer, pour détruire des cellules cancéreuses. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi leur rôle fondamental dans les écosystèmes marins qui méritent d'être soulignés. En effet, dit-il, les océans sont de gigantesques réservoirs de virus qui jouent un rôle important dans tout ça dans le cycle du carbone. Les spécialistes des microbes océaniques pensent qu'il y aurait en moyenne 10 millions de virus par millilitre d'eau marine et qu'il s'y produirait environ 1023 infections virales par seconde. Ici, les virus semblent agir comme des justiciers pour garder les cycles des microbes en équilibre. En ces temps de pandémie, il y a dans ce rôle de régulateur qui leur est attribué en milieu marin un concept dont je voudrais particulièrement vous parler, dit-il. Ce concept bien connu des virologues marins, c'est l'hypothèse du « kill the winner » ou « tuer le gagnant ». Cette théorie élaborée en 1997 par deux chercheurs qu'ils nomment Fred Thingstad et Risto Lignell a de quoi faire réfléchir l'humanité. En effet, elle prédit que dans le grouillant monde microscopique des océans, lorsque les ressources sont limitées, les virus sévissent préférentiellement sur l'espèce la plus abondante et la plus compétitive. En s'attaquant à ces gourmands qui s'accaparent les ressources sans partage, les virus redonnent à d'autres groupes de micro-organismes la place qui leur revient et favorisent ainsi une biodiversité dans les écosystèmes. Même s'il n'est pas un animal marin, il y a dans cette découverte de quoi faire réfléchir. L'homme que nous sommes. Au nom de notre seule croissance économique, on a massacré profondément, dit-il, et en si peu de temps, ce que la Terre a mis plus de 3,5 milliards d'années à construire. On gagnerait peut-être à se questionner de façon plus introspective devant ces salves virales de plus en plus fréquentes sur les incontestables grands gagnants de la création que nous sommes, l'être humain. Hein? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans cette position de domination fatale à la biodiversité que les virus n'aiment pas voir se reproduire dans le monde des microbes marins. Moi, j'ai grandi dans une tradition animiste, dit-il, où on devait garder un œil sur les vivants et un autre sur les ancêtres qui pouvaient nous récompenser pour nos bonnes actions ou, au contraire, nous punir pour notre égoïsme et notre manque de respect envers les caractères sacrés de la vie. Il se trouve que les virus et les bactéries, en conclusion, font partie des ancêtres originels de notre biodiversité planétaire.
L'humanité, c'est l'étoile qui ne brille pas toujours par sa sagesse au-dessus de l'arbre généalogique de la vie. Peut-être qu'au-delà de cette confiance inébranlable à notre puissant cerveau trouveur de solutions, il faudrait écouter et décoder un peu plus sagement les messages parfois codés que nous envoie la nature en ces temps de turbulences écologiques. Voilà, Boucardiouf. Je vais mettre les références de chaque article à la fin dans le descriptif de ma vidéo. Voilà. Bonne nouvelle numéro 1. Voilà, vous vous rappelez que quand on s'est quitté ici abruptement, eh bien, on était dans les bonnes nouvelles pour le Québec. Et attention, ça va défiler vite. On était au numéro 19. Voilà, numéro 19. Et je vais aller un peu plus vite. Voilà. Numéro 19, eh bien, c'est celle-là, ici. 17, 18, 19. Les élèves québécois au sommet. C'était dans le Journal de Montréal. Et je vous l'ai trouvé exactement. La journaliste, c'était Daphné Dionvien. Les élèves québécois parmi les meilleurs au monde. Voilà. Les élèves québécois sont toujours parmi les meilleurs au monde en lecture, en sciences et en mathématiques, selon la dernière édition de l'enquête du Programme international pour le suivi sur les acquis qu'on appelle le PISA. C'est réalisé par l'OCDE dans 79 pays et régions du monde. Les experts donc ont constaté que nous étions les meilleurs dans plusieurs domaines. Par exemple, le Québec, champion en mathématiques. Les élèves québécois, bravo, se classent au 5e rang mondial en mathématiques et au 1er rang des provinces canadiennes devant l'Ontario et l'Alberta. Il faut le dire. Au Québec, les garçons sont plus nombreux que les filles à avoir obtenu un rendement supérieur en mathématiques, alors que cet écart n'est pas observé ailleurs au Canada. Les élèves francophones réussissent par ailleurs mieux que les anglophones, alors que les résultats entre les deux réseaux scolaires sont comparables dans les autres provinces canadiennes. Sans surprise, la Chine et Singapour trônent en tête. Il ne faut pas toujours se fier aux statistiques de la Chine, on le sait maintenant. Le Québec arrive en lecture au 8e rang mondial, ainsi qu'au 3e rang des provinces canadiennes, égalité avec la Colombie-Britannique. Comme c'est aussi le cas à l'échelle internationale, les filles ont des meilleures performances en lecture que les garçons. Et il faut bien penser qu'en Colombie-Britannique, les examens de lecture et d'écriture sont en anglais, c'est leur langue maternelle. Et voilà, les résultats sont comparés ici avec les examens de français en français. Et je termine en disant qu'au 7e rang mondial, on retrouve les Québécois en sciences. En sciences, les élèves québécois qui ont participé à cette enquête arrivent au 7e rang mondial, ex-aequo avec la Finlande, rien de moins, souvent nommé en exemple comme un des meilleurs systèmes au monde. Au niveau canadien, en sciences, les Québécois obtiennent la médaille d'argent, tout juste derrière l'Alberta. Voilà, c'était la bonne nouvelle numéro 1. Et là, je vous entends, vous allez me dire, monsieur, vous êtes déconnecté de l'actualité. Je m'en doute bien. Eh bien, je vous ai trouvé cette bonne nouvelle-ci. En fait, c'est mon père qui me l'a envoyé. Pense à vous, hein, des fois. Et ça s'intitule « Sauver des vies grâce aux imprimantes 3D ». Voilà. C'était dans la presse. C'était le 24 mars dernier. Je vous invite à aller trouver ça. Stéphanie Blais l'a écrit. Et voilà. Il fabrique des prototypes de masques et de visières, de valves, de dispositifs pour ouvrir des portes sans utiliser des mains et autres équipements médicaux pour fournir les hôpitaux qui craignent des pénuries. Depuis dimanche, des dizaines d'employés de la compagnie Pantera Dental à Québec sont à pied d'œuvre pour fabriquer différents prototypes de matériels médicaux pour protéger les soignants dans nos hôpitaux. N'est-ce pas? On comprend l'importance de la chose. Quelque chose de gros est en train de se passer et on peut aider à indiquer Béatrice Robichaud, cofondatrice de cette entreprise spécialisée dans la fabrication des produits de médecine dentaire. Pantera Dental possède une vingtaine d'imprimantes 3D et comme elle est bien connue dans le milieu médical, l'entreprise reçoit donc beaucoup de demandes liées à la pandémie. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les hôpitaux du Québec et même les hôpitaux des États-Unis nous ont appelés pour savoir ce qu'on pouvait faire à lancer au bout du fil Mme Robichaud. La différence entre cette entreprise et les autres, c'est le fait qu'elle imprimait déjà du matériel médical et donc des produits stérilisés et qu'on peut réutiliser. Voilà pour la bonne nouvelle. Il y en a d'autres, je ne vous les lis pas, vous irez voir vous-même. Sauver des vies grâce aux imprimantes 3D. C'était dans la presse du 23, si je me rappelle bien. Le 24 mars, pardon. Voilà. Maintenant, je vous invite à
trouver cet article du Washington Post qui est extrêmement bien fait. Voilà, c'est une animation graphique. Elle a été faite par Harry Stevens et elle réussit à nous montrer de façon visuelle pourquoi est-ce qu'on tente de faire la distanciation sociale et avec des exemples. Ça a paru le 14 mars dernier dans le Washington Post. Et bon, vous connaissez la courbe qui va monter rapidement. Et là, on va rapidement dépasser les capacités des services de santé. N'est-ce pas? La courbe exponentielle, les mathématiciens, vous savez de quoi je parle. Je n'irai pas plus loin. Voici l'exemple d'une maladie qu'ils vont appeler ici la simulitis. La simulitis, oui. Alors, supposons une personne en santé en bleu, et elle va entrer en contact avec une personne malade en jaune. Si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez transférer ça dans Google Translate et vous l'aurez en français. Je vais monter un peu. Voici de quoi ça a l'air. Donc, la transmission de la maladie se fait comme ça, ainsi de suite. Tous les gens sont devenus maintenant malades et ça va prendre un bout de temps avant qu'ils guérissent et certains vont le faire et d'autres pas. N'est-ce pas? Lorsqu'ils sont guéris, on va représenter ceci par une couleur violette, comme ceci. Violette, comme ceci. Et voici la simulation de la personne violette. Donc, tranquillement, après un bout de temps, la personne devient guérie et évidemment, ne pourra plus être contaminée par ceux qui le sont, sous toute réserve. Hein, la science étant ce qu'elle est, ça évolue rapidement. Alors, il ne faut pas trop s'énerver. Voici maintenant l'exemple dans une ville, supposons dans une ville de 200 personnes. OK? Bon, prenons l'exemple de Laval. Laval a 450 000 personnes. Donc, 2 fois ça, ça ferait 400. Peu importe. Donc, vous avez une simulation ici. Je vous la fais. En bas, vous allez avoir les gens qui sont malades, en brun. Les gens qui sont en santé sont en gris. Et les gens qui ont retrouvé la santé en violet. Voilà, c'est parti. Vous avez, voici la contamination qui se fait rapidement dans une ville de 200 personnes et vous voyez ceux qui sont en santé au milieu et ceux qui finissent par guérir en violet en haut. Voici la contamination et vous avez la courbe en haut. Et voilà, c'est fait. Donc, vous avez tous les gens qui étaient en santé. Tranquillement, il y a eu de plus en plus de contaminés jusqu'à un sommet. Et après, tranquillement, ça va redescendre. Et il y aura de plus en plus de gens qui sont guéris. On n'oublie pas, par contre, que dans tout ça, il manque ceux qui sont décédés. Ça va de quelques % à 10, 11% actuellement dans le monde. Mais ce sont des chiffres que je dis sous toute réserve. Vous pouvez en trouver des bien meilleurs que moi. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, voyons ce qu'on a essayé de faire en Chine, dans la province de Hubei. Dans la province de Hubei, on a essayé de garder l'endroit complètement fermé, donc les mettre en quarantaine forcée. Évidemment, il y a des gens qui ne respectent pas tout le temps la quarantaine forcée. Ça sera... dans le vidéo, vous allez voir, ça va être montré sous l'effet d'un petit espace qui va se créer et des gens qui ne respectent pas la quarantaine forcée vont aller en contaminer d'autres. Voici l'exemple de comment ça se passe en prenant toujours une situation de 200 personnes. Vous avez les gens malades qui sont dans l'espace forcé de quarantaine. Ceux qui ne la respectent pas vont s'enfuir tranquillement et vont aller lentement contaminer les autres. Vous voyez que la courbe est beaucoup plus lente ici, qu'il y a une reprise lorsque les gens recommencent à contaminer ces gens-là ici. Les gris, ce sont ceux qui sont en santé et les mauves, ce sont ceux qui sont guéris. Vous voyez que dans tout ce processus, il y a 2 personnes qui ne sont pas tombées malades du tout jamais sur la durée de temps simulée. Voilà. Ça, c'est la quarantaine forcée, la méthode qu'on a fait dans la province de Hubei. N'est-ce pas? Maintenant, si on demande aux gens de rester à la maison, n'est-ce pas? Alors, voici quand le quart des gens ne restent pas à la maison. Donc, le 3/4 vont sortir. Voici une simulation avec le 3/4 des personnes. Donc, 75 personnes sur 100 vont rester à la maison, mais 25 personnes sur 100 vont commencer à sortir. Et
cette quarantaine-là, un peu généreuse, voici comment ça va affecter les gens. Donc, on laisse circuler des gens. Donc, c'est 25 petits points là-dedans qui vont bouger. Donc, il y en a 25 qui bougent. Et vous voyez comment, là, ça va affecter tranquillement l'ensemble des 200 personnes, là. C'est la distanciation sociale là, ou le confinement doux, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que dans toute cette quantité de personnes, il y en a plusieurs qui sont restés en santé, il y en a 102 qui ont attrapé et en fait 106, 102 plus 4 qui l'ont attrapé et parmi ces gens, 102 ont été guéris. Vous voyez que la courbe ici a fortement baissé par rapport à l'autre, ça s'est étiré dans le temps. Voilà. Et on va aller à une petite dernière simulation. Et là, on va faire un confinement, une distanciation sociale très restreinte, très, très sévère. Alors, seulement une personne sur 8 va pouvoir bouger. Donc, 12,5% environ, si je ne me trompe pas. Donc, voici la simulation. Regardez bien la courbe ici et le mouvement que ça fait dans la société. Donc, seulement une personne sur 8 en partant. Donc, il y avait 16 personnes, je crois, qui bougeaient. Et vous voyez comment on se contamine, mais relativement lentement. C'est la quarantaine ou le confinement le plus raisonnable, où seulement une personne sur 8 va bouger, n'est-ce pas? Donc, une personne sur 8. Voilà. Voici la comparaison, finalement, entre les 4 niveaux. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Voici ce qui arrive quand on ne fait rien. Et là, vous voyez que la courbe rapidement va monter très, très haut. Et c'est là qu'on dépasse la capacité des soins de santé, d'accueillir les gens, de soigner les gens. Et ça risque d'amener plus de morts. Voici l'exemple de la quarantaine forcée. Et vous voyez qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont enfuis de la quarantaine forcée et ils sont allés contaminer les autres. C'est ce graphique-là, la deuxième simulation. La troisième, la distanciation sociale modérée, là, où un quart des personnes sont sorties et sont allées voir les autres et toucher les autres, mettons. Et voici le confinement, la distanciation sociale forte, là, où seulement une personne sur 8 est allée à l'extérieur. J'imagine ceux qui travaillent, ceux qui sont vraiment obligés. Et, bon, et vous voyez que la courbe ici va être très limitée. J'ose espérer qu'au Québec, c'est ce qu'on fait. J'ose l'espérer. Voilà la distanciation sociale. Vous avez les 4 exemples. Encore une fois, c'est sur le Washington Post. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous aurez les articles ainsi que voilà. Voilà. Pour terminer, je vous avais dit que je vous ferais un petit bonus. Donc, ah oui, en travail, s'il vous plaît, analysez la qualité de la source ainsi que du message de cette information, celui du Washington Post. Voilà. Et pour terminer, un petit bonus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, ben je vais vous en faire cadeau. Il y a un frère bénédictin qui s'appelle le frère Richard Hendricks. Qui a publié au mois de mars, au début du mois de mars, un poème qui a fait beaucoup le tour de l'Internet. Et c'était très, très bien fait. Et c'était rempli d'espoir. Et je pense que ça mérite d'être lu. Pour tous vous qui êtes à la maison, qui ne savez pas trop quoi faire, qui vous demandez comment on va s'en sortir, quand est-ce que vous allez voir vos amis, votre famille, votre blonde, votre chum. Gardez espoir surtout. C'est ça le plus important. Ça s'intitule Lockdown. Lockdown du frère Richard Hendricks. Il a fait publier le 13 mars. Mesdames, messieurs, c'est parti. Je vais prendre un petit verre d'eau. Désolé pour ça. Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But they say that in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet, the sky is no longer thick with fumes. But blue and gray are clear.
They say that in the streets of Assisi, people are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that a hotel in west of Ireland is offering free meals and delivery to the housebound. Yeah. Today, a young woman I know is busy spreading flyers with her number through the neighborhood so that the elders may have someone to call on. Today, churches, synagogues, mosques, and temples are preparing to welcome and shelter the homeless, the sick, the weary. All over the world, people are slowing down and reflecting. All over the world, people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality, to how big we really are, to how little control we really have, to what really matters. Les valeurs, hein? To love. So we pray and remember that yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is panic buying, but there does not to have. But there does not have to be meanness. Yes, there is sickness, but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death, but there can always be a rebirth of love. Wake to the choices you make as to how to live now. Today, breathe. Listen behind the factory noises of your panic. The birds are singing again. The sky is clearing. Spring is coming. And we are always encompassed by love. Open the windows of your soul. And though you may not be able to touch across the empty square, sing. Voilà, c'était le poème du frère Hendrix. Je vous encourage à aller voir ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'affaire. Vous allez avoir cette vidéo que je vais vous mettre ici sur ma chaîne YouTube. Ça ressemble à ça. Donc, allez la voir. Vous aurez aussi les deux descriptions, première partie et deuxième partie de l'analyse de la source d'information, de la qualité de la source ainsi que du message. Je vais vous mettre ça là. Ça ressemble ici à ça, ma source. Voilà pour vous autres. J'espère que vous avez apprécié. Dites-le moi dans les commentaires. Passez-vous cette vidéo, partagez-la. Respectez les consignes du gouvernement. Écoutez-le chaque après-midi à 13h. C'est vraiment important. Vraiment, on va le faire ensemble. Lâchez pas. On se revoit la semaine prochaine sans faute. Merci. Bye.